Initié et ou schizophrène, avec un point d'interrogation. Donc, c'est le titre de cet enregistrement qui est fait lors du mois de janvier de l'année 2024. Donc, le titre, je veux que vous y portiez quand même attention parce qu'il est subtil. Donc, on parle de gens qui sont initiés à une conscience nouvelle et ou parce qu'ils peuvent être schizophrènes ou être à la fois initié et schizophrène, donc les deux en même temps. Et point d'interrogation. En fait, pour formuler cette question-là en lien avec les observations que j'ai faites dans ma vie sur plusieurs décennies, on peut aborder le même individu avec deux grilles totalement différentes de lecture. Donc, avec une lecture à partir d'un cadre psychanalytique, psychologique, eh bien, avec une perspective matérialiste, un peu comme peut le faire autrefois le psychiatre Pierre Mailloux du Québec, qui a été popularisé dans le cadre d'émissions de radio. Il faisait la Ligue ouverte. Lui, il partait d'une vision où si la personne vit une forme de conscience à caractère initiatique dans un rapport avec l'invisible, donc il va avoir des perceptions nouvelles comme que les autres n'ont pas nécessairement, comme par exemple percevoir les êtres décédés, percevoir des entités, percevoir des extraterrestres. Donc, de sa perspective, tout cela était tout simplement le fruit d'hallucinations par rapport à des gens qui vivent des états de psychose. Donc, il partait de cette vision-là pour appréhender certains individus, alors que le même individu, dans une autre perspective, encore une fois à caractère psychologique, peut être interprété comme une grande personne mystique, une voyante, une personne qui a été contactée aussi par le phénomène extraterrestre. Alors la question se pose, qui dit vrai entre l'individu qui va dans le sens d'une perspective matérialiste, c'est-à-dire que seulement ce qui est physique et observable sur le plan et empirique est perceptible par les sens est évalué comme étant réel, tandis que l'autre, ben, il va évaluer que d'autres choses qui sont réelles. Et pour quelqu'un comme le Doc Mayou, ça va être le fruit d'hallucinations, de fabulations. Mais comment départager le vrai du faux? Ça, c'est une question qui m'a habité pendant plusieurs années et qui m'amène au niveau intellectuel à aborder les choses de plusieurs perspectives. Parce que dans le passé, j'avais rencontré quelqu'un qui est médium et à plusieurs reprises, j'ai perçu en sa présence des énergies, des ressentis internes. Je sentais qu'il pouvait me sonder à l'intérieur de moi et percevoir certaines choses. Et ben, comme exemple concret, à un moment donné, j'avais en tête l'idée ferme de le téléphoner, puis il me téléphone au même moment alors que c'était pas prévu. Puis il dit, j'ai capté, j'ai eu la pensée de toi, puis je t'ai appelé. Donc, puis ça a été au même moment. C'est quand même particulier comme situation. Il y a eu d'autres phénomènes similaires, mais le point, c'est que la même personne, à un moment donné, c'était quelques années avant ce que certains appelaient là, l'apocalypse, donc la fin du calendrier Maya, donc quelques années avant l'année 2012. Puis lui, il est dans le sens que lors du 21 décembre 2012, il allait y avoir des événements à caractère catastrophique où notre civilisation actuelle prendrait fin. Naturellement, ces prophéties-là ne sont pas réalisées. Donc, sa capacité de voir clair dans le moment présent par rapport à des individus, des situations où moi qui avait eu l'idée dans le mental de le téléphoner était juste, mais par rapport à l'avenir, on oublie ça. Donc, il y a des gens que, dans une certaine façon, on peut dire, ah, c'est un initié, mais en même temps, ben, s'il se plante, s'il est dans l'erreur par rapport à une perception liée à l'avenir, ben, c'est parce que quelque part, il hallucine, il est déconnecté du réel. Mais à quel point on peut être en contact avec la réalité, c'est une question à se poser. Et c'est sûr que mes
contrariétés, mes frustrations dans ma vie, puis ça c'est en lien avec ma personnalité psychologique, c'est que je cherche, c'est sur le plan intellectuel, avoir une vision ordonnée, claire des choses, alors que je suis confronté souvent à des situations ambiguës. Donc, des fois, j'aurais le goût de dire, ben, finalement, si on peut pas actualiser notre rapport avec l'invisible ou occulte d'une manière à en bénéficier sur le plan de l'ego, ça sert pas à grand-chose, mais c'est pas parce que je peux pas avoir tout ce que je désire en tant qu'ego que des réalités occultes qui vont influencer n'existent pas. Puis c'est pas parce que la science officielle va nier cela que ça n'existe pas pour autant, mais c'est pas parce que ça existe que nécessairement on peut comprendre ce type de réalité-là. Donc ça crée un effet de mystère par rapport à ma psychologie. Fait que là, ça me crée une curiosité qui fait que je m'intéresse à écouter des documentaires, des émissions d'enquête, d'investigation par rapport au paranormal dans l'optique de le démystifier. Mais au fil du temps qui passe, il y a peut-être des gens qui m'écoutent dans la même situation que moi, j'en viens tout le temps à une perspective que finalement tous ces phénomènes-là ne s'appréhendent pas nécessairement avec l'intellect. Dans le fond, j'en viens à avoir une compréhension aussi ambiguë de certains individus, un peu comme le médium auquel je faisais allusion. Il pouvait percevoir des choses de moi que je n'ai pas nécessairement dit, mais il y a d'autres choses qu'il ne percevait pas. Donc, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas tout le temps, les perceptions psychiques, que ça veut dire que ça n'existe pas. Puis c'est pas parce que ça fonctionne un peu que ça va fonctionner tout le temps. Donc, il y a un continuum qui existe entre ce qui est réel versus le fruit de croyance, puis le fait aussi que quelqu'un peut avoir des capacités, puis ses perceptions soient colorées de croyances, qui l'amènent à biaiser. Donc, c'est sûr que si lui avait écouté des documentaires dans le Nouvel Âge, en lien avec des prophéties d'il y a 2012, puis là, il entre en résonance avec ça, ben il y a ces formes-là qui ont été amenées dans le mental pour donner de la valeur à ça. Puis là, il y a eu des prophéties là, par la suite, là, sur plusieurs époques, hein, il y en avait par rapport à l'an 2000, etc. Au fil du temps, ben, je suis plus critique par rapport à tout ça. Mais le point que je veux faire, c'est que on peut prendre exactement une situation, l'aborder d'une perspective physique, matérialiste, d'une perspective classique, avec une vision de causalité d'éléments sur le plan de la matière. Puis on peut aborder le même phénomène à partir d'une physique quantique, où là, c'est totalement différent là, la façon qu'on va appréhender les choses, là, dans le sens que des perspectives de la physique quantique, il n'y a pas de séparation absolue entre les individus, les objets, ensuite entre le passé, le présent et le futur. Puis d'une perspective de la physique quantique, il peut y avoir une rétro-causalité qui s'opère, c'est-à-dire que le futur a une incidence sur le présent, au même titre que le passé par une incidence sur le présent, puis le présent sur le passé, puis le présent sur le futur. Donc, tous les temps s'inter-influencent simultanément, et tous les lieux aussi. Donc, d'une certaine façon, la notion de temporalité, la notion d'espace, d'une certaine perspective plus vaste que celle de l'ego réflectif intellectuel qui se réfléchit, ça n'existe pas. Tandis que dans une vision mécaniste, physique, bon, ben, il y a une cause A qui amène un élément B, donc il y a une vision linéaire. Puis l'élément B peut amener un élément C. Tandis qu'au niveau de la physique quantique, ben, c'est, dans le fond, comme par exemple l'intrication quantique, par-delà l'espace du temps, il y a des éléments qui restent liés, alors qu'il y a des échanges d'informations qui se font, par exemple, entre deux éléments, donc des particules subatomiques où l'information est véhiculée plus rapidement que la vitesse de la lumière. Mais là, c'est déroutant par rapport à un scientifique. Donc, c'est sûr que l'un de mes rêves en tant qu'ego, qui a encore des désirs, c'est qu'à un moment donné, il y a une science qui englobe à la fois la vision matérialiste, mécaniste, réductionniste et la physique quantique qui donne une ouverture sur le paranormal pour qu'il y ait une compréhension unifiée du réel. Puis qu'il n'y ait pas d'un côté des gens qui sont pointés du doigt
par le collège des médecins, des psychologues, des psychiatres comme étant des schizophrènes. Donc, si la personne dit qu'elle a des perceptions qui ne sont pas présentes sur le plan physique, automatiquement, quelqu'un qui est matérialiste va dire que la personne hallucine, ça n'existe pas. Puis en même temps, ben, d'un autre côté, il faut aussi que ceux qui sont plus ouverts d'esprit ne soient pas pris dans de la naïveté, comme on peut voir dans le Nouvel Âge ou dans certaines dérives ésotériques où les gens vont croire en n'importe quoi. Donc, il y a des réalités qui échappent à la compréhension humaine. Donc, les sens sont limités. Donc, il y a des réalités qui existent, puis c'est pas parce qu'on les perçoit pas qu'elles n'existent pas. La science matérialiste, par exemple, va reconnaître l'existence des microbes, étant donné qu'ils ont été observés par un microscope. Donc, sans l'appareil qui permet de percevoir les microbes qui sont très petits, ben, la science officielle va dire, ben non, on reconnaît pas leur existence. Même chose pour les virus, et ainsi de suite. Donc, ça prend un appareil perceptuel d'éléments très petits pour reconnaître leur existence sur le plan empirique. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement l'appareil qui permet de percevoir des réalités à caractère occulte présentement que ces réalités n'existent pas pour autant. Mais le point que je veux faire, c'est que dans ma vie, j'ai discuté avec des gens, puis j'ai eu des conversations qui ont été quand même assez déstabilisantes ou des constats particuliers. Donc, j'ai déjà discuté avec des gens qui sont des professionnels. Donc, un psychologue qui a des perceptions, là aujourd'hui il est retraité, qui a des perceptions psychiques, ensuite un médecin, ensuite une travailleuse sociale. Donc, tu as des gens dans le domaine de la relation d'aide, des gens qui sont dûment formés, qui ont certaines capacités ou perceptions, mais naturellement ne sont pas bienvenus d'en parler sur la place publique parce que à ce moment-là, ben, ces gens-là, par rapport aux gens qui sont dans la science matérialiste, vont être perçus comme étant fous. Donc, où ils vont être, dans le fond, devenir des espèces de moutons noirs de la société. Donc, ils vont être mal vus, ils vont être calomniés, ainsi de suite. Donc, tous les gens qui sortent du moule dérangent la foule. C'est un petit peu le principe. Et ce que je veux dire, c'est que notre société, il y a des déséquilibres, hein, parce que j'aime regarder les choses de plusieurs perspectives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre certaines personnes sur un piédestal. Ah, oh, telle personne, c'est un grand initié, il y a des compétences, des ci, des ça. Mais c'est pas parce que la personne met un autre sur un piédestal que c'est nécessairement réel pour autant. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de départager qu'est-ce qui est intelligent de qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, je suis obligé d'utiliser mon discernement. Et c'est pas toujours évident. Une des façons de départager le réel de qu'est-ce qui ne l'est pas, ben, c'est sûr, c'est de se référer à un témoin externe. Comme par exemple, à un moment donné, une des expériences significatives que j'ai vécues en compagnie de ma mère, c'est que suite au décès de mon père, elle pleurait. Donc, chez elle, à chaudes larmes, et à un moment donné, la lumière du salon s'était mise simultanément alors qu'elle vivait une émotion de grande intensité à clignoter, un peu comme si la conscience de mon père était présente dans la pièce, ou c'était elle qui générait ça par l'intensité émotionnelle, mais quoi qu'il en soit, ça, je l'ai perçu. Donc, si elle me raconte ça, puis moi, je l'ai perçu, je peux corroborer le fait. Puis là, par la suite, arrêter de pleurer avec intensité, puis la lumière est redevenue normale. Donc, c'était pas une lumière qui était en fin de vie. Donc, ça fait partie d'une expérience à caractère paranormal que j'ai perçue en sa présence. Et c'est sûr que mais ça m'aide à départager. Mais le fait que tout ce qui est paranormal est nié présentement par la science officielle et que là, j'observe des gens qui cherchent à renverser la vapeur, que ce soit Jean-Jacques Charbonnier qui s'est intéressé à l'étude des expériences de mort imminente
en tant qu'ancien médecin réanimateur. Il a fait plusieurs vidéos sur YouTube. Ensuite, il y a également, par rapport au paradigme post-matérialiste, le neuroscientifique québécois Mario Beauregard. Donc, il y en a d'autres aussi, là, scientifiques qui essayent de changer les choses, mais par rapport au paradigme dominant présentement, c'est pas encore fait. Et lorsqu'on est confronté à un individu, on peut discuter avec lui, puis regarder son discours. On peut dire, ben, il me dit telle chose, ça a l'air d'être un initié, c'est-à-dire en contact avec des forces. Mais à quel point qu'il est en contact réellement avec des êtres sur le plan éthérique versus la personne vit des hallucinations visuelles auditives qui lui donnent l'impression d'être en contact. Ça aussi, ça peut exister. Et c'est tout le temps la subtilité de départager de qu'est-ce qui est réel, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, c'est sûr qu'un scientifique va dire tout ce qui concerne l'esprit, l'âme, les extraterrestres, les anges gardiens, tout ça c'est de la bullshit, c'est de la merde, ça n'existe pas, c'est de la fabulation ou hallucination. Mais en même temps, la même personne, tu te poses la question, ok, ces gens-là qui disent qu'ils ont des perceptions comme ça, c'est des états de psychose, que la personne subit ou est envahie de perceptions en lien avec des expériences liées entre autres à des émotions refoulées qui refont surface avec intensité. Comment expliquer que, par exemple, il y a des chamans qui vont pouvoir sortir en utilisant leur volonté d'un état de transe quand ils veulent? Parce que techniquement, ça se peut que ces gens-là, lorsqu'ils vivent ces états-là, d'une perspective scientifique, on va dire, ben, c'est des états de psychose, OK? Mais à la différence d'un schizophrène qui, lors d'un état de psychose, il perd le contrôle de lui-même, puis qu'il faut qu'il soit encadré, voire même dans un état de contention pour éviter qu'il se blesse ou qu'il blesse les autres, c'est-à-dire littéralement attaché, avec un espace de matelas pour s'il essaye de jeter en bas d'une civière ou quoi que ce soit pour pas qu'il se blesse. Donc dans un espace matelassé, et versus l'autre qui vit un état qui est en apparence pour un matérialiste un état de psychose. La personne entre en transe au son du tambour, elle peut se mettre à faire des grognements, des hurlements, mais elle peut sortir de quand qu'elle veut de cet état-là, à volonté. Elle n'a pas besoin de calmant, pas besoin de prendre un petit psychotique. Elle fait ça quand qu'elle veut. C'est particulier. C'est comme s'il y en a un qui a une éducation pour sortir en utilisant sa volonté d'un état de psychose, tandis que l'autre, il subit un état d'envahissement puis il peut pas s'en sortir par lui-même. D'où le fait qu'il a besoin d'un encadrement par rapport à des médecins, par rapport à un personnel clinique, voire même être attaché pour en venir à un moment donné à ce qu'il soit calme puis il sorte de cet état-là. Donc, c'est intéressant à étudier. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aime appréhender les choses sur le plan intellectuel de plusieurs perspectives pour pas être dogmatique ou être prisonnier d'une grille de lecture, une vision du monde. Et c'est ça que j'invite les gens à faire autant. Donc, par exemple, je vais m'intéresser à l'instruction supramentale, mais en même temps, simultanément, je vais m'intéresser à la philosophie du jovialisme. Puis en même temps, ben, je vais m'intéresser à ce qui a été fait un petit peu là, dans le passé, dans la psychanalyse. Je crois que dans les dernières années, là, je me suis pas remis à réétudier le Sigmund Freud là, ou Carl Gustav Jung. Mais je me suis intéressé à plusieurs choses pour pas être cloisonné dans une grille de lecture ou une chapelle théorique. Ça, c'est sur le plan intellectuel. Sur le plan vibratoire, c'est une autre chose. Là, les gens vont trouver ça mélangeant peut-être mon propos parce que on peut appréhender une réalité avec un cadre intellectuel. On peut l'appréhender d'une manière aussi vibratoire, ce qui est très différent. La distinction entre les deux, c'est appréhender avec une grille intellectuelle, c'est qu'on appréhende avec des formes une réalité pour l'interpréter en fonction de certains symboles, d'éléments préexistants associés à du mémoriel, tandis qu'appréhender quelque chose d'une manière vibratoire, c'est appréhender la chose à partir de son sentier ici et maintenant, la perception des énergies qui sont derrière les formes, ce qui n'est pas pareil.
Mais si on prend, par exemple, un individu comme Bernard de Montréal, c'est sûr que le Doc Mayou, présentement, il est décédé là, depuis quelques jours, mais si le contexte se serait prêté, j'aurais proposé au Doc Mayou, qui est un psychiatre ici au Québec, qui a analysé plein de personnes, des personnalités publiques, quelle analyse il aurait faite de Bernard de Montréal. Donc j'aurais été curieux, puis sur quels critères qui seraient appuyés pour porter un jugement sur sa personne, parce que il s'est toujours défini d'une manière assez narcissique, le Doc Mayou. Parce que souvent dans les émissions, il disait il y a seulement Mayou qui dit ça au Québec. Ou il y a seulement Mayou qui comprend ci, qui comprend ça. Il se citait comme ça. Puis il se définissait entre autres comme étant un spécialiste de l'étude du comportement humain en tant que psychiatre, en ayant de nombreuses décennies d'actifs de pratiques de psychiatrie. Ben, c'est vrai qu'il a pratiqué la psychiatrie là, pendant plusieurs années, là. Donc au-dessus de 30 ou 40 ans. Mais c'est ça. J'aurais été curieux là, du regard par rapport à une lecture clinique qu'il aurait pu faire de Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec, là. Donc ça aurait été ma curiosité. Aussi, il y a un psychologue présentement ou un psychiatre qui a évalué l'individu en lien avec les enregistrements audio, vidéo qu'il a fait au fil du temps. Si vous êtes au courant de tout ça, ben, vous pouvez me partager l'évaluation en bas de l'enregistrement présent. Donc, moi, ma curiosité, c'est que quand une personne qui va véhiculer quelque chose de différent de la masse, Bernard véhiculait une vibration qui était différente, bon, ben, c'est de voir est-ce que les gens qui font l'évaluation vont s'ouvrir à ça, ils vont dire, ben non, c'est du délire, ça se peut pas, c'est quelqu'un qui... parce que, comment dire, en tout cas, c'est sûr que si vous êtes au courant de ça, vous pouvez me tenir au courant, là, ça piquerait ma curiosité. Mais récemment, j'ai échangé avec quelqu'un, puis dans le fond, je suis revenu parce que j'ai fait des études dans le passé au niveau intellectuel par rapport à des critères diagnostiques pour évaluer, par exemple, des problèmes de santé mentale. Je me suis intéressé à la psychopathologie, donc la distinction, par exemple, entre un cas de schizophrénie, quelqu'un qui est atteint du trouble bipolaire, quelqu'un qui est atteint d'un trouble anxieux, quelqu'un qui est atteint d'un trouble obsessif-compulsif. Autrefois, on parlait d'hystérie. Puis là, ils ont changé de mot pour dire histrionie. Ils ont changé... des fois, ils changent des termes, là. Tu sais, par rapport au langage psychologique, parce qu'il y avait une connotation péjorative, là, avec le terme hystérie. Donc, il y a une certaine évaluation. Donc, ben, c'est comme la notion de mécanisme de défense qui avait été amenée par Freud dans l'optique que l'individu se défend par rapport à une attaque de l'environnement, comme par exemple quelqu'un qui est victime d'une agression de son environnement, il va utiliser des mécanismes de défense comme le refoulement, le déni, etc. Là, il y a des gens qui vont reformuler ça en disant c'est des mécanismes d'adaptation de l'individu. L'individu s'adapte à l'environnement. C'est pas qu'il se défend par rapport à une attaque, ce qui est plus guerrier comme vision. Mais non, il va s'adapter, il va s'ajuster. Mais encore là, s'adapter à l'environnement, si l'environnement est malsain, ce conformisme-là à l'environnement, ça devient quelque chose de nuisible là, quand on regarde ça. Là. Mais bon, je vais revenir à mes moutons. En bas de l'enregistrement, en passant, je vais mettre des liens là, par rapport aux références de critères liés à la schizophrénie. Donc, parce que il y a certains gens qui peuvent véhiculer un savoir à caractère initiatique. D'une perspective, on peut les regarder en disant, ben, ces gens-là sont schizophrènes ou sont sur le bord de la schizophrénie. Quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau, qui a des perceptions que les autres n'ont pas. D'ailleurs, le propre du génie, on va dire, c'est la personne qui est capable de voir des liens où ce que les autres n'en voient pas. Donc, d'un côté, une personne qui voit des liens où ce que les autres n'en voient pas, on va dire qu'elle va amener quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Donc, elle va amener une nouveauté qui va initier
de nouvelles associations psychiques entre des éléments qui n'étaient pas faits jusque-là. Donc, elle va être initiatrice d'un nouveau savoir par rapport à l'articulation de certains éléments. En étant la même personne qui voit des liens ce que les autres n'en voient pas, ben on peut dire qu'elle est folle, que ces associations ne tiennent pas nécessairement à la route, ça dépend. Mais bref, je vais y aller avec certains éléments en lien que, entre autres, l'instruction supramentale qu'a véhiculée Bernard de Montréal, sa personne. Puis, c'est parce que ce qui est tout le temps intéressant, c'est de voir à quel point quelqu'un, on peut le considérer comme étant un initié ou un schizophrène. Puis la même personne pris à l'étude par différents individus, on peut en venir à des conclusions extrêmement différentes. Donc, on va dire, par rapport à la schizophrénie, que la personne atteinte de schizophrénie va avoir un fort sentiment de persécution. Bon, Bernard de Montréal nous parlait régulièrement que l'astral attaque l'individu, que des forces anti-hommes qui vont amener des personnes au suicide. Donc, des forces à caractère persécutrice. Ensuite, on va dire que la personne qui est atteinte de schizophrénie va avoir une soudaine affirmation d'idées mystiques qui révèlent de cette catégorie. Donc, c'est sûr que si on prend Bernard, il disait qu'il était un initié. En fait, je veux juste apporter une nuance ici pour pas trop choquer des gens. C'est qu'on peut prendre des critères liés à la schizophrénie, on peut porter un regard sur certains propos d'une personne. C'est sûr qu'ici, j'évalue à partir de ma conscience, mais je ne porterai pas un diagnostic n'étant pas, dans le fond, psychiatre ou, tu sais, je ne porterai pas un jugement à caractère médical parce que c'est un acte réservé. Je veux juste soulever des questions. C'est juste le droit que j'ai là, à travers mon enregistrement, au même titre que je ne proposerai pas un processus curatif à quelqu'un n'étant pas médecin, puis je ne proposerai pas non plus à quelqu'un de faire des placements par rapport à certains titres boursiers, n'étant pas conseiller financier. Donc, je peux juste soulever des questions. Mais les questions sont intéressantes parce que ça peut amener les gens à évaluer par eux-mêmes certaines choses, puis est-ce que des gens se donnent des réponses par rapport à certains éléments abordés? Par rapport à la schizophrénie, on va dire les idées délirantes se nourrissent d'hallucinations, le plus souvent auditives. Le malade entend des voix qui parlent de lui ou qui lui donnent des ordres, ou intrapsychiques, sorte de voix intérieure. Donc, j'arrête la lecture. Ça, c'est en lien avec la schizophrénie. Donc, Bernard disait qu'il entendait de manière intrapsychique des voix intérieures. Ils me disent que... Il parlait des forces. Ils me disent que telle affaire. Donc, il lui donnait des ordres dans le sens que ça lui disait intérieurement de faire telle chose plutôt que telle chose. Dire telle chose à la personne ou telle autre. Moi aussi, ça me dit ça. Donc, est-ce que je serais atteint de schizophrénie? Donc, c'est une question que les gens qui m'écoutent peuvent se poser. Si ça leur dit des choses intérieurement, puis c'est de l'intuition, d'une perspective matérialiste, ça se peut que l'évaluation qu'un psychologue ou un psychiatre conventionnel, comme le Doc Mayou, qui peut en être la représentation caricaturale à travers ses émissions de radio de ligne ouverte, ben, on peut se poser la question si la personne ou nous-mêmes, si on vit des choses comme ça, on n'est pas évalué comme ça. Ensuite, une des particularités liées à la schizophrénie, ce qui est dit, c'est que ça va entraîner de l'isolement social, la schizophrénie, parce que si la personne a des perceptions qui sont évaluées par les gens de l'environnement comme étant des hallucinations visuelles, auditives ou autres. La personne, sur le plan visuel, elle dit qu'elle perçoit des entités, des formes lumineuses, elle entend des voix, puis elle parle ça aux gens de l'environnement, ben elle peut vivre du rejet des autres. Puis si elle vit du rejet, ben qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut se replier sur elle-même puis s'isoler parce qu'elle ne se sent pas compris de l'environnement. Et là, c'est sûr que si on prend le discours de l'instruction supramentale, ben on va dire que le nouvel initié, qui a des capacités psychiques différentes des gens de la population en général, parce que cette personne a connu l'ouverture des centres,
et est capable de lecture vibratoire à la différence des autres de l'environnement qui n'ont pas développé simultanément cette capacité, ben, va vivre l'incompréhension des gens de l'environnement qui fonctionnent juste d'un mental psychologique, c'est-à-dire de réflexion, de perception des formes à travers des sens, mais qui n'ont pas une capacité de perception liée au sixième sens, qui n'ont pas accès. Donc, on va dire par la suite que l'être humain nouveau, ben, il va vivre l'incompréhension des gens de l'environnement, un peu comme la personne qu'on va dire qui est schizophrène, qui va vivre des hallucinations visuelles et auditives multiples, qui va être incomprise de l'environnement. Donc, dans le langage d'un psychiatre ou d'un psychologue spécialisé dans l'analyse intrapsychique ou psychanalytique, cette personne-là va dire, ah, une telle personne, en réalité, il vit des hallucinations multiples, comme il se sent incompris, ben, il se replie sur lui-même. Donc, il vit un état symptomatique lié à la schizophrénie. Tandis que la même personne, au contraire, va dire que c'est une personne qui est initiée, qui a accès à un savoir que les autres n'ont pas accès, et comme elle ne peut pas être comprise des gens de son environnement, ben, elle va devenir en retrait pour ne pas se préserver de la souffrance de l'incompréhension des gens de l'environnement. Donc, vous voyez la même situation de deux interprétations différentes. Donc, je continue la lecture. Le plus fréquemment, donc on disait les schizophrènes vont connaître un repli sur soi, la perte d'initiative, de motivation, de négligence de l'hygiène personnelle, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, la capacité à communiquer, à aller vers l'autre et à prendre plaisir à des activités agréables sont fortement altérées. Donc, j'arrête ici la lecture. Donc, c'est sûr que d'une perspective initiatique en lien avec l'instruction supramentale, on va dire d'une personne qui vit la fusion, comme elle perçoit les vibrations derrière les formes, elle va perdre certains plaisirs de vie. Comme par exemple la personne qui devient avec une conscience vibratoire, ben peut-être qu'elle va perdre plaisir à la sexualité parce qu'elle va réaliser que la sexualité peut être le fruit d'une manipulation de l'astral qui va chercher à vampiriser ses énergies vitales en l'amenant à se dépenser trop, par exemple, sur le plan sexuel, donc et à gaspiller ses énergies en étant vampirisé par des idées qui vont chercher à l'amener dans le fond, à avoir une sursexualité, par exemple, à avoir trop de sexualité. Donc, d'une certaine perspective, on va dire que le nouvel initié, il va ressembler à quelqu'un en dépression parce que il va être détaché de la forme. Donc, s'il est détaché de la forme, on va dire, ben, s'il est détaché des activités qu'il aimait jusqu'alors, c'est parce qu'il y a un problème. Tu sais, c'est la personne qui allait jouer au hockey en équipe, il va plus au cinéma, et ainsi de suite, parce que la personne vit une forme de dialogue interne qui l'accapare, d'une perspective d'un psychologue conventionnel. Donc, on va dire que cette personne-là a un problème de repli sur soi lié à des épisodes multiples de psychose et d'hallucination qui l'amènent à être repliée sur elle-même. Là. Donc, ça, on va dire que c'est malsain, c'est de la désaffiliation sociale. Donc, je discutais il y a quelques jours, j'échangeais avec une personne, puis là, la personne me disait, ben, dans le fond, dans son propos, de ce que je comprenais, ben, sa relation avec son ancienne compagne, sa flamme jumelle, ça marche pas. Sa relation avec sa fille, c'est problématique. Sa relation au travail, c'est problématique. Sa relation au niveau de la finance, c'est problématique. Sa relation avec la santé est problématique. Fait que là, cette personne-là, dans le fond, ce que je voyais en discutant avec elle, parce que je dis, ben, si ça fonctionne pas avec ta compagne, ta flamme jumelle, ben, tu pourrais être en relation avec une nouvelle personne ou avoir un animal pour vivre une forme de contact corporel parce que le toucher d'un animal permet un échange affectueux à défaut que ce soit avec un être humain. Puis en même temps, ben, ça permet de réduire la sécrétion de l'hormone du cortisol, étant l'hormone du stress. Quelqu'un qui est seul, tout seul chez eux, sans animaux, sans plantes à s'occuper, ni rien, ben c'est sûr que ça peut amener la personne à être carencée sur le plan émotif, puis sécréter massivement du cortisol, tandis que
Si la personne est en contact avec un autre être humain elle peut y faire un câlin ou avec un animal de compagnie comme un chat ou un chien, ben, ça peut l'amener à créer, à sécréter au sein de l'organisme l'hormone de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, du lien affectueux, qui va réduire la sécrétion, neutraliser la sécrétion en grande quantité de l'hormone du cortisol. Donc, j'échangeais avec quelqu'un à ce niveau-là. Mais lui, il disait, ben, ta vision des choses est psychologique. Donc, à quelque part, au niveau d'une psychologie, ton propos peut être adapté, mais il n'est pas nécessairement adapté au mien. Chaque personne vit une expérience unique. Et là, quand je discutais avec lui, je m'amusais à passer du chapeau de la personne qui a certaines connaissances en psychologie, du chapeau d'une écoute de l'autre purement sur le plan vibratoire. Parce que d'une perspective vibratoire, si la personne, dans le fond, est réellement mise en vibration par l'esprit pour vivre tout seul, ce qui peut être une réalité, je peux comprendre qu'il est détaché des gens de l'environnement, etc. Mais d'une perspective psychologique, il y a une prémisse qui dit, ben, tout individu qui s'isole, qui est seul, ben, c'est malsain. Ça peut être un prélude à un état de dépression, des idées sombres, voire même, dans certains cas, ça peut mener une personne au suicide, la désaffiliation sociale. On part du principe que pour quelqu'un qui soit sain ou adapté socialement, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'interaction sociale et c'est l'un des critères pour définir son état de santé, sa santé émotionnelle. Alors que, d'une perspective vibratoire, c'est pas ça. C'est que la personne est en équilibre par rapport à ses énergies. Mais en même temps, la distinction entre les deux est subtile parce que si on perçoit que la personne est toute seule chez elle, puis ça dit intérieurement que c'est ça qu'elle doit vivre, mais en même temps, on échange avec elle, puis elle n'a pas l'air heureuse. Donc, il peut y avoir anguille sous roche. C'est là que ça devient subtil. À quel point une personne peut vivre dans une forme d'isolement et que ça soit sain versus malsain. Puis comment départager une solitude qui est voulue pour des raisons initiatiques pour amener la personne plus loin versus la croyance que la personne vit une initiation par le supramental pour vivre ça, pour rationaliser, légitimer le fait que, à quelque part, dans le fond, elle a beaucoup souffert de l'environnement, puis elle préfère comme s'isoler plutôt que de dépenser de l'énergie pour essayer de se réajuster à l'environnement ou faire des compromis. Mais à quel point la personne doit se compromettre pour vivre en société aussi, c'est une autre question à poser. C'est un autre élément à évaluer. Tout est subtil. Parce que d'un côté, quelqu'un peut vivre tout seul chez eux, puis dire qu'il fait des pas de géant dans l'intégration de sa conscience, son individuation, mais ça peut être tout simplement du cinéma mental. Puis en même temps, ben, il y a des limites aussi à la solitude. Si une personne existe sur Terre, puis son objectif dans la vie, c'est de vivre tout seul chez elle, à quoi sert, dans le fond, sa relation à l'environnement ou d'exister dans un contexte socio-culturel particulier, à un moment donné. Mais la façon lui, la personne avec qui j'ai échangé a sa vision des choses. Puis moi, je respecte tout le temps la façon de percevoir des gens, ultimement. C'est-à-dire que si je discute avec une personne, puis la personne en vient en conclusion, à part si ça met sa vie en danger ou celle des autres, là, ça c'est une autre affaire, mais sinon, si la personne me dit, ben écoute, j'ai la vibration d'être seul, j'ai pas les vibrations d'aller refaire ma vie de couple ou d'avoir un animal de compagnie, c'est sûr, je respecte les gens, leur vie leur appartient. Tandis qu'un psychologue conventionnel va dire, ah, la personne qui est comme ça, c'est un comportement régressif. Dans certains cas, on va parler de repli autistique où la personne va s'enfermer dans une réalité, un monde imaginaire, ainsi de suite, ou au contraire, ou ça peut être également, on va dire, la personne elle va, comment dire, vivre en fonction d'hallucinations puis se replier sur elle-même pour continuer à en vivre elle-même pour elle-même au fil du temps, puis prendre ses hallucinations pour des réalités en niant le réel. Donc, il y a une inversion. Tandis qu'il va partir du principe que ce qui est observable physiquement, c'est la réalité. Ce qui ne l'est pas n'existe pas.
Donc, il va dire que cette personne-là vit un rapport pervers avec la réalité, dans le sens que il va donner préséance aux hallucinations qu'il connaît, son délire avec son double ou son ajusteur de pensée, pour rationaliser le fait que il se sous-investit dans son développement socio-affectif qui est carencé sur le plan sexuel, et ainsi de suite. Donc ça peut être une grille de lecture psychologique. Vous voyez? C'est quoi la réalité? Il y a toujours une dimension subjective dans l'interprétation de la réalité avec les différents cadres perceptuels. Puis des fois, en discutant avec des gens au fil du temps, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas. Par contre, la personne peut clarifier pour elle-même ses besoins. C'est sûr que moi, dans mon cas, à l'égard de la solitude, ça a ses limites. Présentement, c'est sûr, je suis heureux d'être avec ma compagne, ma fille, mais si ce serait pas le cas que je serais en relation avec eux, puis mon chat que j'avais, il était à ma compagne aussi, là, le chat, qui est décédé depuis quelques années, probablement que je m'aurais acheté un autre animal de compagnie. Donc, il y a des choses, que j'ai déjà dit, ma façon de parler avec franchise, comme ma mère qui vit seule chez elle. Bon, s'est procuré un chat. Mais le chat, il est pas nécessairement très affectueux, il se laisse pas prendre dans les bras. Moi, j'ai dit, tu devrais changer ton chat sans délai pour avoir un chat qui est plus affectueux, parce que ça peut te nourrir sur le plan affectif, à défaut d'avoir un conjoint, de pouvoir prendre le chat dans tes bras pendant quelques minutes. Ça peut amener un état d'apaisement, ça peut amener la sécrétion de l'hormone de l'ocytocine dans ton organisme, qui va amener une régulation ou une diminution de l'hormone du cortisol. Donc, pour des raisons d'équilibrage énergétique, tout simplement d'hygiène. Donc, ça c'est moi. Mais une autre personne peut vivre d'autres choses. Puis l'idée que les forces, l'esprit va chercher à isoler la personne de tout, je trouve pas ça intelligent. Parce que si la personne est sur Terre et est dans un contexte où ce qu'elle peut être en interaction avec d'autres êtres humains, c'est pas pour l'amener à être seule. Puis il y a des jeux pervers, là, des jeux tordus là, entre le rapport entre l'initié et le collectif. Moi, ce qui m'a intéressé, ça a été le rapport particulier qu'a vécu Bernard de Montréal. D'un côté, Bernard de Montréal, il dit il s'adresse pas à la masse, fait des conférences publiques avec Richard Glenn au début des années 1980, plusieurs centaines de personnes qui se présentent là. À un moment donné, de ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait des gens de la chaîne de télévision Radio-Canada, la télévision d'État, qui voulaient se présenter à l'une de ses conférences. Et il a refusé. Il voulait pas que ça passe dans les médias de masse, dont Radio-Canada en est un, là, la télévision d'État, son matériel de son vivant. Mais en même temps, une fois qu'il est décédé, lors de l'année 2023, ça n'a pas été le rendez-vous que les extraterrestres, mais avec l'instruction supramentale, où au-dessus d'une centaine d'heures de mini-rencontres ont inondé le web. On a vu apparaître ça là, sur YouTube, des conférences qui n'étaient pas publiées jusqu'alors ont été rendues disponibles au public. Puis c'est, à quelque part, c'est lui qui a enregistré ces conférences-là pour qu'à un moment donné, ça sorte. Puis là, il y a un jeu tordu. Parce qu'à quelque part, il faut que certaines informations à caractère occulte sortent à un certain moment donné, mais en même temps, c'est pas tout de suite. Parce que si ça serait tout de suite, il y aurait un gars comme par exemple Donald Trump, qui a un rayonnement médiatique international, ou même le pape, François Ier, qui pourrait aborder une destruction supramentale ou une nouvelle qui amènerait un renouvellement psychique de l'humanité. Mais non, ça se fait pas. Fait qu'on veut qu'il y a quelque part, il y a des forces qui veulent que ça sorte, mais pas tout de suite, c'est sur leur timing, puis c'est tordu. Mais est-ce que l'individu qui a accès à une conscience nouvelle, une parole nouvelle, a à vivre seul, cette conscience-là, toute sa vie, sans possibilité de partage ou d'échange ou de rayonnement de l'environnement? J'ai l'impression que non, parce que, à quelque part, si quelqu'un est mis en vibration par rapport à quelque chose, il y a un phénomène de transmission, que ce soit explicite ou implicite à travers l'environnement. Ça pourrait être un enseignant qui n'en parle pas explicitement à ses élèves, mais par la façon qu'il s'adresse à eux, qui prend la parole devant la classe, il va véhiculer une vibration.
Donc, et ça va passer sous le radar parce qu'il ne parlera pas officiellement de psychologie évolutionnaire, il n'utilisera pas des concepts liés à la conscience. Mais la vibration se véhicule pareil. Donc, il y a des choses qui se véhiculent, puis c'est subtil, puis c'est tordu. Mais ce que j'ai observé, c'est que dans mon cas, c'est que si j'ai eu de la solitude pendant plusieurs jours consécutifs, à un moment donné, je vais vibrer. Souvent, je me fais récupérer entre guillemets par l'astral, ou je vais vibrer plus à de l'anxiété ou de l'hormone du stress, du cortisol. Ça fait un certain nombre de jours que je n'ai pas été touché ou je n'ai pas eu d'échange énergétique. Quand je dis échange énergétique, ça peut être tout simplement de prendre ma compagne ou ma fille dans mes bras, là, ou mon chat dans mes bras pour m'équilibrer. Puis à un moment donné aussi, certes, la solitude, parce qu'au moment où je vous parle, ma compagne est partie avec ma fille chez mes beaux-parents, donc j'en profite pour faire un enregistrement, je suis tranquille. Vu que dans le fond, c'est désertique dans le logement, parce que quand ma fille est là, elle fait du bruit, elle va faire du babillage, et ainsi de suite. En tout cas, là, j'ai de la solitude. C'est ça, c'est propice à une forme de déploiement créatif. Sauf que ça se limite aussi, là. Dans le sens que je serais pas à l'aise nécessairement à vivre tout seul là, pendant la prochaine année ou plusieurs années. Puis en même temps, l'idée que les forces veulent isoler les individus, puis c'est l'aboutissement d'un processus de conscientisation et un repli progressif sur soi-même, j'ai des sérieuses questions par rapport à un sérieux questionnement par rapport à ça. Parce que si l'individu change de vibration puis il n'y a pas de mise en échange, parce que la vibration vise à se propager d'une certaine façon, que ce soit d'une manière explicite ou implicite à travers des paroles, des comportements individuels, mais l'esprit ou le plan éthérique va chercher un rééquilibrage énergétique de la Terre à travers les actions ou les paroles de l'individu. Donc, tout ça, ça sert à quelque chose. C'est sûr que de parler de concepts comme ça, un psychologue normal va dire, ben là, à travers tes propos, tu peux influencer des gens sensibles et participer à nourrir un délire schizophrénique de la réalité, ou légitimer leur état hallucinatoire en relation à ce qu'ils disent vivre comme étant des perceptions vibratoires. Ça peut aller loin, tout ça. Mais mon objectif, c'est pas de rationaliser des états de psychose ou d'hallucination, c'est d'avoir un discours lucide par rapport au réel. Donc, être capable de regarder que d'un coin, tu as des gens autoclos dans le domaine de la psychologie qui ont une vision extrêmement limitée et réductionniste de la réalité. T'en as d'autres qui flyent dans les nuages dans le domaine de l'ésotérisme et de la haute spiritualité. Ensuite, par rapport à la schizophrénie, pour reprendre mon texte, c'était question, ça peut être des gens qui ont des problèmes à mémoriser et à décoder l'information requise. On va dire, en lien avec ça, ça me fait penser que on va dire, le nouvel initié, il va perdre progressivement la mémoire. Mais en même temps, la personne atteinte de schizophrénie, c'est sûr que s'il y avait un état de psychose ou un état de délire, c'est pas propice à recevoir de l'information parce qu'elle va extérioriser des éléments d'une perspective psychanalytique qui ont été refoulés dans sa psyché. Donc, des fois, c'est des éléments traumatiques qui vont refaire surface. Donc, c'est sûr que là, il n'est pas disponible à mémoriser de l'information, absorber de l'information qui vient d'extérieur elle-même parce que elle est submergée par le flot d'informations qui provient de son intériorité, qui fait surface. Une perspective psychanalytique. Mais la perspective psychanalytique part du principe que la conscience est un épiphénomène qui est généré par le cerveau. Tandis que ça explique pas tout. Si ça serait vrai, on ne pourrait pas expliquer les phénomènes de mort imminente et on ne pourrait pas expliquer les phénomènes de synchronicité, les phénomènes de télépathie, télépsychie, et ainsi de suite. Donc ça là, c'est crise de limite, ça. Mais je dis pas que c'est totalement faux. C'est ça qui devient tordu, puis c'est ça qui crée ma contrariété et ma frustration au fil des ans, parce que je cherche à départager de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas. Donc on va dire aussi de la schizophrénie, c'est des gens qui ont ils ont des sentiments étranges de télépathie, des idées préconçues, encore des préoccupations mystiques ou philosophiques marquées.
Là, j'arrête là, hein, puis j'ai le goût de rajouter métaphysique aussi. Donc, on va dire deux que c'est des gens qui ont la difficulté à se mémoriser, comme je disais tantôt, puis avoir des difficultés à planifier des tâches simples comme faire son travail ou des courses, ce qui peut être source d'un handicap majeur dans la vie quotidienne. Là, j'arrête ici. Ben, c'est sûr, ça me faisait penser, en lisant ça, à des gens dans le domaine de la conscience qu'on dit qu'ils ont plus de mémoire, qu'ils se rappellent plus des événements. Puis là, d'un côté, il y a des gens qui vont interpréter ça comme étant un symptôme, pardon, de la schizophrénie. Dans ce que dire, il y en a d'autres au contraire, c'est que c'est l'esprit qui se détache du mémoriel du passé pour l'alléger. Donc, c'est un petit peu comme si on fait le ménage sur le disque dur puis on enlève toute la mémoire morte pour être plus efficace, avoir plus de mémoire vive. Donc, c'est un gain d'efficacité, de productivité, mais ça dépend comment on l'interprète. Sinon, sur le plan symptomatique, on va dire que la personne atteinte de schizophrénie va connaître un appauvrissement affectif et émotionnel. Le patient se met à préciser brièvement son cercle familial, amical et social. Il communique moins, présente une volonté limitée, manifeste une émotivité réduite. Ah, une émotivité réduite, ça vous fait pas penser à Bernard de Montréal qui disait « il n'y a pas d'émotion dans le mental ». Puis on va dire qu'il présente moins d'intérêt, de volonté et davantage d'apathie, ce qui n'est pas nécessairement le cas là, pour Bernard de Montréal ou de volonté réduite. Fait qu'il y a des nuances à apporter. Mais on va dire que le patient s'isole progressivement de la famille amicale et sociale. Ben, il y a des gens qui disent que pour respecter leur sensibilité, ils vont prendre leur distance par rapport aux gens de leur famille amicale ou les collègues de travail, car trop astralisés. Donc, pour respecter leur sensibilité, parce qu'ils deviennent plus sensibles avec le temps, ils ne veulent pas être agressés par des gens de l'environnement dans l'optique de respecter leur sensibilité. Mais à ce moment-là, ils prennent leur distanciation. Pour un psychologue conventionnel, ils vont interpréter ça comme un repli schizophrénique, mais pour quelqu'un qui se dit être un initié, ben il peut voir ce comportement-là comme étant tout simplement un processus naturel de respect de sa sensibilité. Mais comment départager le repli schizophrénique du respect de sa sensibilité? C'est là que ça devient subtil et intéressant. Là. Bon, on va dire que la gamme des émotions est réduite. On va dire aussi, je trouvais ça intéressant pour décrire la personne qui vit de la schizophrénie. On va dire qu'il va y avoir de l'irritabilité, de la méfiance, des pensées habituelles. Donc, c'est sûr que si la personne parle qui vit de la colère mentale, qui dit qu'il est attaqué par l'astral régulièrement, ben, il va être plus efficace, il va être plus irritable. Il va avoir de la méfiance aussi par rapport aux gens de l'environnement à cause qu'ils peuvent être astralisés. Des pensées inhabituelles, c'est-à-dire il va parler de phénomènes psychiques, alors que les gens sur la rue ne parlent pas ça, ainsi de suite. Donc, là, je vais arrêter la lecture, parce que je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour. Sinon, ben, il était question naturellement que les gens qui sont atteints de schizophrénie vont se suicider davantage. Puis ils vont avoir davantage d'idées suicidaires importantes, donc c'est-à-dire des idées de mort, puis qu'il va y avoir le décès prématuré chez les patients, dans le fond, présentant une schizophrénie en partie, puis qu'on parle que le trouble réduit la durée de vie de 10 ans en moyenne. Mais là, tout ça devient subtil, parce qu'on va dire que l'initié, il va être attaqué de plus en plus par l'astral parce qu'il est en mesure de véhiculer une vibration qui rehausse le niveau et qui déstabilise les assises du plan astral qui englobe la Terre. Donc, comme l'individu qui est un nouvel initié a une capacité d'émancipation psychique et se libérer du joug de l'astral, ben, on va dire de lui que c'est un être qui va être susceptible aux attaques psychiques de l'astral qui vont chercher à garder leur emprise sur lui ou les gens de son environnement qui pourraient amener à se libérer par la suite. Et là, si on dit que l'initié, le nouvel initié est de plus en plus attaqué psychiquement à mesure qu'il intègre son initiation, car étant un vecteur d'une énergie nouvelle déstabilisant l'astral,
ben là, ça devient comme expliquer pourquoi que ces gens-là auraient plus d'idées suicidaires ou qui pourraient en venir éventuellement davantage à se suicider. Donc, tout ça devient tout ça devient subtil dans un sens. Et pourquoi que j'aborde ce type de sujet-là? Parce que tout est délicat. Parce que la même personne, elle peut vivre seule chez elle, puis d'une perspective, on va dire que c'est plus sain qu'être en contact avec une famille ou un collectif. Puis dans certains cas, c'est vrai. Dans certains cas, ça ne l'est pas. Puis comment faire la distinction entre quelque chose qui est sain pour une personne ou qui ne l'est pas? Ben, c'est la capacité de discernement, utiliser son intelligence propre. Puis sinon, par rapport à tout ça, une des raisons qui fait en sorte que j'apparais pas dans mes vidéos présentement, c'est sûr que si je parle puis je suis dans un état altéré de conscience puis je dis que les forces me disent telle chose en lien avec mon enregistrement présent, puis j'entre en état de transe légère puis je partage un élément en faisant des guibriers sur un papier, d'un point de vue de la psychologie conventionnelle, je suis techniquement fou. Je suis techniquement dans un état de psychose. Certains vont dire légère, là, parce que je ne me mets pas à crier au meurtre, j'ai pas besoin d'être attaché. Mais d'une perspective psychologique traditionnelle, un peu comme pour l'homosexualité autrefois, c'était extrêmement mal vu. D'ailleurs, donc l'homosexualité était vue comme un problème de santé mentale, au même titre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit vivre et est en contact avec l'esprit, comme je peux le faire dans mes enregistrements, en tout cas avec mon esprit, ma conscience, ben, ça peut être interprété comme un symptôme de schizophrénie ou de délire hallucinatoire. Mais si je suis capable de fonctionner dans la société, et d'être capable de travailler, de m'habiller, d'être en relation avec ma compagne, ma fille, ben, c'est sûr, ça me faisait rire parce qu'à un moment donné, le Doc Mayou, il a tout le temps des explications à tout. Il va dire, parce qu'il y avait déjà eu une discussion en lien avec une personne, puis il avait dit, vous êtes probablement un cas léger de schizophrénie, dans le sens que vous n'êtes pas suffisamment lourd pour être dysfonctionnel, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous. Puis là, à un moment donné, il a déjà dit à quelqu'un, en discutant avec lui dans le cadre d'une émission de Ligue ouverte. Pourquoi que je parle du Doc Mayou? C'est parce qu'il est mort récemment, là, au moment où je fais cette capsule audio, puis des fois je repense à lui. Il avait dit, vous avez des perceptions d'entités, de fantômes. Il existe des pilules pour ça. Tu sais, c'était méprisant. Au lieu de dire, ça se peut que ça soit réel ou ça se peut que ça le soit pas. Mais non, on va vous médicamenter, il y a des pilules pour ça, inquiétez-vous pas. Vous allez voir, là, vous allez prendre ces pilules-là, puis vos perceptions vont disparaître. C'est sûr qu'un agent biologique comme un médicament va avoir un impact sur la psyché, mais c'est pas parce que si on gèle l'individu ou on le coupe de ses perceptions avec une forme de castration chimique que ça veut pas dire que le plan de réalité d'où émergent ces perceptions n'existe pas. D'ailleurs, le Doc Mayou n'avait pas intégré le principe que la pensée vient d'ailleurs. La pensée ne provient pas de lui. Donc, ça doit être une des raisons pour lesquelles c'était un homme qui était quand même assez orgueilleux puis citait régulièrement. Parce que la personne qui intègre ce principe-là, que la pensée n'origine pas d'elle-même, elle ne peut pas continuellement se réfléchir en disant « moi j'ai pensé à ça, je suis intelligent ». Où il disait qu'il avait été gâté par la nature de par son intelligence. Donc, il y a une forme d'orgueil réflectif par rapport à sa personne. Tandis que la personne qui est détachée de la pensée en disant c'est une pensée qui m'est passée en tête, ça ne vient pas de moi. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui en cadre de l'enregistrement, je peux m'en décharger en disant ça ne vient pas de moi. C'est de la pensée que j'ai reçue. Donc, j'ai eu l'idée de poser la question entre initié et schizophrène. Donc, ça origine pas de moi. Ce qui peut être intéressant aussi, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont accès à Netflix, donc parce que je suis abonné Netflix, il y a le 4e film de La Matrice que j'ai écouté il y a quelques semaines. Donc, si vous ne l'avez pas écouté et vous ne voulez pas que je vous dévoile des moments clés, des punchs, arrêtez tout de suite l'écoute de l'enregistrement présent. Donc, mettez-le sur pause. Mais sinon, dans le film La Matrice, j'ai trouvé ça génial.
Donc, mettant en vedette naturellement le Keanu Reeves là, comme acteur principal qui interprète Neo de la Matrice. Donc, c'est un monde de réalité de simulation par ordinateur. Donc, les gens sont plongés dans une hallucination informationnelle qui est maintenue par intelligence artificielle à leur insu. Et Neo, dans le cadre de ce quatrième volet du film, il consulte quelqu'un. Je me rappelle plus si c'était un psychologue ou un psychiatre, puis oui, ça donnait l'impression que c'était un psychiatre parce qu'il donnait de la médication avec des pilules. Et dans le fond, le psychiatre, son discours par rapport à Neo, c'était de lui dire, ben écoute, la matrice, les autres réalités, tout ça, ça n'existe pas, c'est des folies. Prends ta petite médication là, qui va te garder tranquille, fais ton petit emploi là, de programmeur informatique. Puis dans le film, on disait que la matrice, ben, c'était lié aux jeux vidéo auxquels il avait pensé qu'il avait inventé. Et donc le psychiatre, le personnage qui donnait de la médication, était là pour le garder, entre guillemets, sur le droit chemin, pour qu'il évite les débordements, donc pour qu'il évite les hallucinations qu'il pouvait vivre en lien avec le concept de matrice, qu'il continue à être un bon employé qui sert le système en travaillant chaque jour comme technicien en informatique. Mais dans le film, naturellement, il s'éveille puis il réalise que finalement, le psychiatre, c'est un agent du système pour le garder anesthésié dans sa conscience et que la réalité de la matrice qui est évoquée dans le film à travers les jeux vidéo auxquels il a participé à la conception, en réalité, est beaucoup plus vaste que ça parce que, dans le fond, le psychiatre est un programme dans la matrice qui cherche à l'éviter de s'éveiller. Notre réalité terrestre peut être aussi tordue que ça dans le sens que des psychiatres qui peuvent être très bien intentionnés, psychologues, peuvent chercher à quelque part à nier une partie de la réalité. De leur perspective, ils vont dire ben, on va éviter de nourrir des délires hallucinatoires chez les patients psychiatriques, on fait ça pour leur bien. Mais si leur vision de la réalité matérialiste n'était pas dans une certaine perspective elle-même un délire informationnel quand réductionniste ne prenait pas en compte l'essentiel du réel. Puis si eux autres, en croyant que c'est eux autres qui pensent, sont manipulés par l'astral, qui leur font penser que, à quelque part, des êtres qui ont un libre arbitre, puis que, dans le fond, tout ce qui est au-delà du physique, ça n'existe pas. Peut-être qu'ils sont chevauchés puis manipulés à leur insu par des croyances matérialistes qui les desserrent et qui desserrent également leurs patients. Donc, mon propos va loin ici, mais je trouvais ça intéressant qu'une telle dimension peut être abordée sur le plan cinématographique à travers le film de la Matrice, un quatrième volet. C'est sûr que si vous voulez vous familiariser avec la Matrice, je vous propose dans un premier temps d'écouter le premier film, où ce que beaucoup de concepts à caractère métaphysique sont présentés sur qu'est-ce que la réalité, si le rêve a l'air plus réel que la réalité, est-ce que la personne est vraiment dans la réalité ou dans le rêve? Des questions comme ça là, qui sont abordées. Mais ce qui est intéressant, c'est que Neo, dans le quatrième volet, a été récupéré par le système à travers du psychiatre et le nouvel initié, un peu comme Neo, qui veut dire en anglais, si on prend les lettres du mot, One, qui veut dire élu, puis en même temps Neo, ça veut dire nouveau. Donc vous voyez, il y a un jeu de sens là, par rapport à ça au personnage. Donc une conscience nouvelle, donc qui initie quelque chose de nouveau, une compréhension nouvelle de la réalité à travers son propos ou de son activité. Un peu c'est parce que d'un côté, Neo peut être perçu dans le quatrième volet comme un initié, mais il peut être rabroué puis dire se faire dire par le psychiatre, bon ben tu vas prendre tes antipsychotiques à chaque semaine, t'es juste un patient qui vit des hallucinations, donc quelqu'un qui vit de la schizophrénie. Vous voyez? Mais là, tout ça devient tordu. Puis mon rapport à la réalité, mon rapport avec les gens, parce que j'ai été en contact avec des gens qu'on m'a dit qui sont atteints de schizophrénie, puis des gens qu'on m'a dit que c'était des médiums ou des gens qui vivent une forme de conscience, est subtil. Parce que, dans certains cas,
Il y a des gens qu'on m'a dit qui étaient schizophrènes, que j'ai l'impression qu'ils ont des perceptions psychiques authentiques. Puis il y a des gens qu'on m'a dit qui étaient atteints, qui avaient des capacités psychiques ou médiumiques. Puis il me semblait avoir, dans certains cas, déconnecté de la réalité. C'est subtil. Puis dans le film de la Matrice, le 4e volet, il y avait Trinity, l'héroïne du premier film. Puis là, dans ce film-là, elle était manipulée puis programmée à croire que c'était une bonne mère de famille, qu'il fallait qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle sacrifie pour les enfants. Puis là, c'est intéressant les concepts qui sont pris dans le film parce que ça reflète un peu la réalité. Dans le sens que souvent, ce qui va manipuler les femmes pour les garder dans le système, c'est l'amour de l'enfant ou de leurs enfants. Et donc, elle était récupérée par ça. Puis à un moment donné, ben, Néo il a fait entendre raison que la réalité, c'est que c'était pas vraiment ses enfants, c'était tout simplement l'idée qu'elle avait des enfants qui a été implantés dans le mental pour la garder docile puis qu'elle soit au service d'un système qui la dessert. Puis voiler la nature réelle de son identité, qui est une personne qui est libre de la matrice, qui n'est pas soumise aux lois de la matrice, mais qui va initier une conscience nouvelle dans un système qui va faire en sorte qu'elle va être libre des lois qui régissent le système, car étant au-delà de l'assujettissement à la programmation du systémique. Donc, souvent, ce qu'il peut récupérer, peut-être que des femmes vont trouver que j'ai un préjugé, mais ce qu'il va récupérer, en tout cas, certaines femmes, ça va être l'attachement aux enfants, au service de la famille, puis l'homme, ben, c'est le travail. Parce que le psychiatre jouait la carte, ben là, si tu parles de telle chose, ça peut mettre en danger ton travail de programmeur informatique, puis ainsi de suite. C'est intéressant, la façon que c'était présenté. Puis ça posait la question à savoir, c'est quoi la réalité? Puis à quel point quelqu'un est sain ou quelqu'un est fou? Puis ça va jusqu'où? Ça. Bref, je vais vous laisser sur ce type de questions-là. Je vois que ça fait au-dessus d'une heure que je parle, mais tout ça pour vous dire que j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de démystifier qu'est-ce qui était le réel de qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui est la manifestation schizophrénique versus un état initiatique, authentique. Mais ma compréhension de la réalité, tout ça pour dire, demeure toujours ambiguë, dans le sens que j'ai vécu des phénomènes psychiques, j'en connais des gens qui en ont vécu. Pour moi, ces réalités-là existent, mais demeurent, en tout cas partiellement incompréhensibles par l'intellect. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un petit peu décevant mes conclusions, là, dans le sens que c'est pas clair. Dès le début que j'ai commencé à étudier ça, c'était pas clair. Aujourd'hui, c'est toujours pas clair pour moi. J'ai des fragments d'informations où j'ai des trucs que je comprends mieux qu'avant, que j'ai permis de démystifier, mais c'est pas absolu. Mais il faut que je compare ça, faut que je compose avec le manque de clarté, puis je continue avec des choses psychiques. Puis là, si j'entre en état léger d'altération psychique, je vais demander à mon esprit s'il y a un complément à mon propos. Là, s'il y a un psychiatre qui m'écoute et dit « Ah ah! » Là, il va rentrer dans un état de psychose légère. Quoi qu'il en soit, je vais dire ce que ça me dit présentement. Ce que ça me dit, si je l'aborde d'une manière dépersonnalisée, c'est qu'en tant qu'égo, je cherche trop à comprendre la réalité d'une perspective intellectuelle et ça arrivera à rien car l'intellect n'est pas fait pour ça. Vous devez vous occuper de vivre votre vie, d'être en santé, d'être cohérent. Mais la cohérence ne passe pas par le fait d'adopter une chapelle théorique plutôt qu'une autre. C'est plutôt la capacité de composer avec des formes transitoires sans pour autant avoir à vous relier à une vision spiritualiste du monde ou une vision matérialiste. C'est d'aller au-delà des polarités qui est intelligent pour vous. Ce que ça me dit par la suite, vous dépensez beaucoup d'énergie à essayer de comprendre des choses qui ne sont pas de vos ressorts. Vous devriez concentrer plus votre vie sur votre vécu d'une manière pragmatique.
Vous devez utiliser mieux vos énergies. Vous voyez, c'est même critique, hein? Donc, mon propos, à un certain niveau. Ouais. Bon, c'est vrai, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.